Bien, on continue notre cours sur les antibiotiques. On avait terminé par les différentes pénicillines et notamment par ces pénicillines de type carboxypénicilline ou acyluréidopénicilline qui agissent sur certaines bactéries à gram négatif, sur le Pseudomonas. On avait également sur cette diapositive parlé des entérocoques. On avait évoqué les MRSA, bien qu'ici évidemment les MRSA nécessitent d'autres antibiotiques. Et donc j'ai jugé utile peut-être avant de parler des céphalosporines, de vous parler de ces 5 bactéries multirésistantes qui posent problème et qui font l'objet de multiples études épidémiologiques parce qu'une véritable inquiétude est présente à leur égard. Alors, les MRSA, bien entendu, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Donc, ce sont des staphylocoques qui sont résistants à ces fameuses pénicillines du groupe M et qui vont exiger qu'on utilise d'autres types d'antibiotiques, en principe des glycopeptides, mais aussi certaines céphalosporines de 5e génération peuvent éventuellement permettre de les traiter. Les entérocoques résistants à la vancomycine, le Pseudomonas aeruginosa qui est intrinsèquement résistant à beaucoup d'antibiotiques, les fameuses BLSE dont on parle de plus en plus, qui sont des entérobactéries qui produisent des bêta-lactamases à spectre élargi. Et je vous ai dit aussi dans la dia précédente que enfin, c'est même pas dans celle-là, je vous ai parlé, je vais y revenir, juste pour resituer les choses, voilà. Dans les bêta-lactamines, je vous ai parlé des carbapénèmes qui sont utilisés contre des bactéries d'habitude multirésistantes. Et bien malheureusement, on voit se développer des bactéries, notamment le Klebsiella, producteurs d'enzymes qui vont détruire ces carbapénèmes, qu'on appelle des carbapénémases. Et donc ces bactéries dites KPC, donc des Klebsiella producteurs de carbapénémases, font partie de ces bactéries multirésistantes qui nous posent de plus en plus de problèmes. Donc je vous demande malgré tout de savoir ce que c'est, si vous avez à l'examen ou à l'examen au lit du malade un patient qui est porteur de BLSE, je vous demande de pouvoir m'expliquer en 2 mots de quoi il s'agit. Alors, les entérocoques, juste un petit rappel ici, donc c'est des bactéries, des cocci à gram positifs qu'on va trouver essentiellement au niveau du tube digestif, un petit peu au niveau de l'urètre. Il y a 2 espèces qui sont plus ou moins équivalentes, peu importe, Faecium et Fecalis. Bien évidemment, ce sont des bactéries qui vont être responsables de problèmes abdominaux, de problèmes urinaires, mais aussi, et c'est probablement cette complication-là qui est la plus redoutable et la plus difficile à traiter, a fortiori quand il s'agit d'un entérocoque de type VRE, d'endocardite. Et donc on parle d'endocardite subaiguë parce qu'elles sont beaucoup moins délabrantes que les endocardites à staphylocoque. Et donc le patient a le temps de développer une fièvre dont on ne comprend pas l'origine avant qu'on ne se rende compte que le patient présente une endocardite. Donc le gros problème, c'est l'apparition de résistance au bêta-lactame. Je vous ai dit que certains bêta-lactames, notamment les pénicillines G, tout simplement, ont une action, ou les aminopénicillines ont une action sur l'entérocoque. Malheureusement, certains entérocoques sont devenus résistants à ces bêta-lactames, obligeant le recours aux glycopeptides tels que la vancomycine. Et malheureusement, on voit apparaître des entérocoques qui sont résistants également à la vancomycine et qu'on appelle des souches VRE. Voilà, on passe maintenant aux céphalosporines. Donc, pour rappel, on reste bien dans la famille des bêta-lactamines ou bêta-lactames. Donc, une inhibition de la synthèse de la paroi des bactéries.
On va parler de plusieurs générations de céphalosporines. C'est des générations qui ne sont pas nécessairement basées sur la structure chimique, mais plutôt sur leur apparition séquentielle, leur développement séquentiel. Alors une propriété commune à toutes les céphalosporines, et c'est également important de le savoir, c'est qu'elles sont dépourvues d'activité contre les entérocoques, pas entérocoques, contre le listeria. Et donc, si vous vous souvenez un petit peu du cours sur les méningites, vous devez vous en souvenir, puisque quand on soupçonne une méningite à listeria, on ne peut pas se contenter de la céphalosporine de 3e génération, on doit ajouter de l'ampicilline ou de l'amoxicilline. C'est également inactif, comme d'ailleurs les bêta-lactamines en général, sur des bactéries essentiellement intracellulaires comme le chlamydia ou le mycoplasme. Et par ailleurs, les céphalosporines ne sont pas actives sur les légionella. Je pense qu'il faut 2 N. Non, il ne faut pas 2 N. Donc il faudra d'autres types d'antibiotiques contre tous ces intracellulaires, on va y venir. Voici les 5 générations de céphalosporines avec le nom des molécules qui sont disponibles en Belgique. Donc pour certaines générations, on n'a qu'une seule molécule possible. Celle qui, je dirais, est la plus étoffée, c'est la 3e génération, avec notamment la fameuse ceftriaxone qui est utilisée dans les méningites, mais aussi dans le traitement empirique de certaines pneumonies sévères. Notamment des pneumonies acquises aux soins intensifs. Alors la première génération, c'est-à-dire la céphazoline essentiellement, a une indication principale qui est l'antibioprophylaxie chirurgicale. Elle est active sur les coques à gram positifs, donc qui risquent à partir de la peau de passer dans le sang à l'occasion de l'intervention. Cette première génération a une activité limitée sur les bacilles gram négatifs. La 2e génération, dont le seul représentant est la céfuroxime, a un spectre élargi vers les bacilles gram négatifs, dont Haemophilus influenzae, mais perd son activité sur les coques gram positifs. La 3e génération, on vient d'en parler, c'est la ceftriaxone et le céfotaxime, qui ont une activité sur les gram positifs et notamment le pneumocoque. C'est la raison pour laquelle on utilise la ceftriaxone, mais on pourrait aussi utiliser le céfotaxime dans le traitement empirique des méningites, par exemple. Et leur intérêt, notamment, c'est qu'il y a un élargissement vers les bacilles gram négatifs, pour autant qu'ils ne produisent pas de bêta-lactamase à spectre élargi. Et donc, ce que Frédéric Fripia avait mis, c'est qu'on pourrait dire en quelque sorte que les 3e générations ajoutent le spectre des premières générations vis-à-vis des gram positifs à celui des 2e générations qui élargissent vers les bacilles gram négatifs. Alors, pour être puriste d'un point de vue microbiologique, Haemophilus influenzae est en fait un cocobacille, donc qui n'est pas assimilable aux autres bacilles gram négatifs, mais peu importe. La ceftazidime est également une céphalosporine de 3e génération qui élargit son spectre vers les bacilles gram négatifs, notamment en étant active sur le Pseudomonas aeruginosa, dans la plupart des cas, mais qui par contre perd son activité en tout cas en partie sur les gram positifs, ce qui fait qu'on ne peut certainement pas l'utiliser en traitement empirique d'une méningite compte tenu du risque de pneumocoque qui ne serait pas bien pris en charge par la ceftazidime. Un petit mot sur la ceftriaxone qui a une propriété tout à fait particulière au sein des bêta-lactamines, qui est cette longue demi-vie
qui va permettre des administrations espacées, contrairement à ce que je vous ai dit pour les antibiotiques temps dépendants qui doivent être administrés 3 ou 4 fois par jour. Ici, on a une durée de vie qui permet une administration 2 fois, voire dans certains cas, une seule fois par jour. On vient de parler de Pseudomonas, là aussi un petit rappel qui ne fait pas de tort. Le Pseudomonas, c'est un bacille gram-négatif qu'on appelle communément pyocyanique, voire même pio dans le jargon hospitalier. C'est une bactérie qui est présente un peu partout, dans l'environnement, dans l'eau, etc. Donc la contamination est extrêmement facile, notamment en milieu hospitalier. C'est une cause majeure d'infection nosocomiale chez des individus qui ont des problèmes immunitaires, pas nécessairement une immunodéficience au sens strict du terme, mais qui sont dans une situation immunologique compromise à cause d'un autre gros problème qui les amène à l'hôpital. Une intervention chirurgicale, une ventilation, etc. Ce sont des bactéries qui d'habitude sont difficiles à traiter et pour lesquelles il faut certains types d'antibiotiques, notamment la ceftazidime dont je viens de parler, ou éventuellement certains types de pénicilline, comme notamment ces carboxypénicillines ou certaines acyl'uréidopénicillines. Les quatrièmes générations, les quatrièmes générations vont couvrir les grammes négatifs, y compris le Pseudomonas aeruginosa, mais aussi les grammes positifs. Elles vont faire mieux que certaines troisième générations, comme la Cefta, qu'on vient de voir. Et c'est pour cela que Frédéric Camille, on pouvait dire que c'était en quelque sorte une super ceftazidime avec des propriétés des céphalosporines de première génération et de deuxième génération. La cinquième génération, ce sont des céphalosporines qui ont quelque chose de très particulier, c'est qu'elles sont actives sur les MRSA, qui sont classiquement des staphylocoques qui résistent aux bêta-lactamines. Eh bien, ce n'est pas valable pour la céphalosporine de cinquième génération qui va récupérer une certaine activité. Et c'est la raison pour laquelle Frédéric nous indique que ça reprenait les propriétés des céphalosporines de première génération, de deuxième génération, de troisième génération, mais pas n'importe laquelle, c'est-à-dire plutôt la ceftriaxone et la céfotaxime, mais pas la ceftazidime, parce que cette cinquième génération n'est pas active sur le Pseudomonas, et la vancomycine, puisque c'est classiquement la vancomycine qui est active sur les MRSA. Donc j'ai bien conscience que ceci est compliqué, je ne vous demande certainement pas d'en retenir les détails, hein. En tout cas, cette cinquième génération reste d'une utilisation, je dirais, relativement réservée aux spécialistes. Mais je pense que les propriétés de la première génération, de la troisième, c'est des choses que vous devez au moins connaître. Les carbapénèmes ont pour propriété, donc ce sont des bêta-lactames également, ont pour propriété d'avoir des valeurs de CMI très basses vis-à-vis de la majorité des grammes positifs, mis à part le MRSA, des grammes négatifs et des anaérobes, y compris vis-à-vis de la quasi-totalité des souches productrices de bêta-lactamase. Donc c'est un petit peu une sorte de dernière arme face à certaines bactéries multirésistantes à cause de leur production de bêta-lactamase. Malheureusement, la nature des tests évidemment le vide et on voit se développer des bactéries, notamment des Klebsiella pneumoniae, producteurs d'une enzyme qui va détruire ces carbapénèmes. D'autres types de résistance que les carbapénémases peuvent se développer. Voici ici une statistique de l'ECDC dont je vous ai parlé sur l'émergence des Klebsiella producteurs de ces carbapénémases et vous voyez que malgré tout
dans certains pays comme l'Italie ou la Grèce, une proportion importante de ces Klebsiella sont résistants au carbapénème, ce qui représente un énorme problème. Un mot sur les monobactames. Monobactames qui sont également des bêta-lactamines, qui ont pour propriété de n'être actifs que sur les entérobactéries et le pseudomonas, mais ils ont perdu toute activité sur les grammes positifs et les anaérobes. Et donc en cela, on pourrait les comparer à la ceftazidime, qui, pour rappel, a une bonne activité sur les grammes négatifs, y compris le pseudomonas, mais par contre a perdu en activité, pas totalement, mais largement vis-à-vis des grammes positifs. Ici, ces monobactames n'ont pas d'activité sur les grammes positifs. De façon intéressante, il n'y a pas d'allergie croisée entre la pénicilline, par exemple, ou les céphalosporines et les monobactames. Et donc, si réellement le spectre s'y prête, même si on a un patient qui est réputé comme étant allergique à la pénicilline et aux céphalosporines, on pourra éventuellement le traiter par Astreonam, qui est le monobactame à notre disposition. Un rappel de ce principe fondamental, ça c'est vraiment un tuyau d'examen. La bonne utilisation des bêta-lactames implique que l'on reste le plus longtemps possible au-dessus de la CMI ou au-dessus de 2 ou 3 fois la CMI, mais on n'a pas besoin d'atteindre des grandes concentrations d'antibiotiques, c'est le temps qui va être important. Et on a pu estimer que, par exemple, pour les carbapénèmes, il est important d'être à peu près 40% du temps au-dessus de cette CMI. Pour les pénicillines, 50% du temps. Pour les céphalosporines, 60 à 70% du temps. Si vous retenez qu'il est important que la moitié du temps sur une journée, c'est-à-dire 12 heures, on est au-dessus de la CMI, c'est déjà extrêmement bien. Alors, on vous donne ici un exemple d'un antibiotique extrêmement prescrit qui est l'amoxiclave, qui est donc l'association d'acide clavulanique et d'amoxicilline. Et vous avez ici une valeur satisfaisante qui serait 4 fois la CMI, une échelle logarithmique ici. Donc l'idée, c'est de rester le plus longtemps possible au-delà de cette ligne blanche que vous avez ici. Et vous avez, en fonction de... vous avez des couleurs différentes en fonction du type de schéma qui est utilisé. 1 gramme toutes les 8 heures, 2 grammes toutes les 8 heures, 1 gramme toutes les 6 heures et 0,5 grammes toutes les 4 heures. Et vous avez ici la dose totale que ça représente sur une journée. Et vous voyez que finalement, le traitement qui est le plus efficace pour rester le plus longtemps possible au-dessus de cette ligne, avec le moins d'antibiotiques donnés sur la journée, c'est cette dose de 1 gramme toutes les 6 heures, donc en 4 prises par jour. Alors que par contre, si vous avez un traitement comme 2 grammes toutes les 8 heures, eh bien vous allez, malgré le fait que vous avez une dose totale qui est plus grande, eh bien vous repassez quand même plus fréquemment en dessous de la barre de la CMI. Alors bien évidemment, une façon radicale d'être le plus longtemps possible au-dessus de la CMI, c'est d'avoir une perfusion continue, ou en tout cas de perfuser au lieu d'administrer en IV ou pendant quelques minutes, de faire une perfusion prolongée, voire même continue. Alors bon, c'est un peu des débats de spécialistes hospitaliers. Le pour de ces perfusions continues ou prolongées, donc continue, ça veut dire que pendant toutes les 24 heures, l'antibiotique coule. Prolongé, ça veut dire qu'on va faire couler pendant quelques heures à plusieurs fois par jour. Les avantages, c'est de respecter ces principes pharmacocinétiques et pharmacodynamiques. C'est parfois plus facile puisqu'on met en place une perfusion et puis on laisse couler. C'est plus facile pour le monitoring puisqu'on va atteindre une sorte de steady state, il n'y a pas besoin de faire des pics et des vallées. Ça permet de réduire les coûts puisque, un petit peu comme ce que je vous ai montré ici, avec 4 grammes on peut faire le travail tout aussi bien qu'avec 6 grammes, voire même mieux.
Néanmoins, ça a des problèmes possibles. On n'est pas toujours sûr que l'antibiotique va rester stable à température ambiante pendant les 24 heures de la perfusion. Si ce sont des patients qui sont en décompensation cardiaque, on ajoute un volume non négligeable aux apports du patient. Il y a souvent des interactions avec d'autres médicaments. Je ne parle pas d'interaction au sein du patient, mais dans les trousses de perfusion, etc. Donc il faut une voie veineuse qui est spécialement dédiée. Et ça nécessite d'avoir une pompe qui va être dédiée à cet effet. Donc ce n'est pas une obligation et c'est quelque chose qui devrait être discuté au cas par cas avec les spécialistes. Je pense que ça a surtout sa place dans des infections difficiles à traiter ou quand notamment pour toutes les raisons qu'on a discutées, c'est-à-dire soit parce que le pathogène il a une sensibilité qu'on pourrait dire intermédiaire, donc on n'a pas vraiment le choix, on va être obligé d'utiliser un antibiotique qui n'a pas une CMI formidable, mais on va l'utiliser de façon optimale, notamment par perfusion continue, ou bien si le site à atteindre est difficile à atteindre, ou bien si chez le patient est immunodéprimé, etc., etc. On passe à la classe la famille des glycopeptides. Je ne sais jamais si on doit utiliser plutôt le terme classe ou famille, vous m'en excuserez. Donc les glycopeptides, ils étaient sur le même tableau que les bêta-lactames, hein, vous vous souvenez, regardez. Voilà, donc ce sont bien des inhibiteurs de la synthèse de la paroi bactérienne. Ils sont ici, les glycopeptides. Mais ce n'est pas des bêta-lactames. Il y a deux molécules qui sont utilisées, la vancomycine qui est la plus utilisée, vancosynte, et icoplanine qui est qu'on utilise beaucoup moins, hein, qui est le targocide. Alors ce qui est important de vous rappeler, c'est que la vancomycine doit toujours être administrée en intraveineux. La seule situation dans laquelle elle est donnée péros, c'est dans la colite à Clostridium difficile pour des raisons évidentes. Hein, le foyer à atteindre est au niveau digestif. Ce qui est important à rappeler aussi, c'est que ce sont des antibiotiques qui ne sont actifs que sur les grammes positifs. Donc c'est un antibiotique qu'on utilise notamment dans les infections à MRSA, donc les staphylocoques résistants à la méticilline. Ils sont également actifs sur les staphylocoques sensibles à la méticilline. Maintenant, on utilisera de vancomycine sur un MSSA que si, par exemple, vous avez un patient qui est de façon prouvée allergique à la pénicilline. Sinon, la pénicilline antistaphylococcique, pénicilline fera mieux son travail que la vancomycine. Ils sont également souvent efficaces contre les entérocoques. Donc c'est un antibiotique de choix contre les entérocoques qui seraient résistants notamment à la pénicilline. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, il y a des entérocoques résistants à la vancomycine, hein, qu'on appelle les VRE, et donc c'est quelque chose qu'il faut suivre de très près. Ce sont donc, comme je l'ai dit, des antibiotiques qui sont lentement bactéricides, donc ils sont contre un MSSA. C'est une faute médicale de prescrire de la vancomycine plutôt que de l'oxacilline, par exemple. Tout simplement parce que la pénicilline va être plus rapidement efficace et c'est critique, notamment en cas d'endocardite, par exemple, où vous devez être rapidement efficace. Rappel sur la pharmacocinétique, on vient déjà d'en parler, donc l'absorption orale est quasi nulle, donc on ne le donne péros que dans les cas de colite à Clostridium difficile. C'est essentiellement un volume de distribution extracellulaire, donc c'est un volume de distribution assez limité, donc oublié dans les infections à germes intracellulaires. C'est une élimination qui est essentiellement rénale. C'est une demi-vie qui est relativement longue, voire même très longue pour ce qui est de la théicoplanine. Il faut adapter la dose à la fonction rénale. On a une toxicité néphrologique, également une autotoxicité, des phénomènes de phlébite, des phénomènes cutanés.
de nombreuses incompatibilités médicamenteuses avec d'autres médicaments qui seraient perfusés en même temps, donc ça complique l'administration de la vancomycine. Et je vous rappelle que la vancomycine est un bon exemple d'antibiotique de classe 3, c'est-à-dire qu'on va devoir à la fois se préoccuper du pic et se préoccuper de la durée d'exposition. Donc c'est carrément l'air sous la courbe qui va compter, et c'est la quantité de médicaments, la quantité totale de médicaments administrés qui va être l'objectif du traitement, évidemment en évitant d'atteindre une toxicité, notamment au niveau rénal. Donc on va surveiller à la fois l'air sur la courbe et le temps pendant lequel on est au-dessus de la CMI. Alors il y a un débat quant à savoir s'il est préférable de la mettre en perfusion ou bien de l'administrer en 2 fois par jour, voire même parfois en 3 fois par jour. Étant donné une demi-vie qui n'est quand même plus longue que celle des bêta-lactamines en général, 6 heures pour la vancomycine, il est clair que la perfusion continue a probablement moins d'avantages et qu'on peut se contenter de l'administrer en 2 fois par jour. C'est ce qu'on fait le plus souvent au CHU. C'est un antibiotique qu'il faut doser parce que le dosage va nous permettre, le monitoring thérapeutique va nous permettre d'aller le plus haut possible dans la dose pour majorer l'effet antibiotique sans être toxique. Et donc, on va éviter cette toxicité en mesurant notamment ce qu'on appelle des vallées, c'est-à-dire en mesurant la concentration de vancomycine juste avant l'administration suivante, puisque si ces valeurs sont élevées, la probabilité d'une toxicité rénale sera plus grande. Alors un mot sur, donc on a terminé, je dirais, la partie du cours consacrée aux médicaments qui inhibent la synthèse de la paroi. Donc pour rappel, on a essentiellement vu les bêta-lactamines et les glycopeptides. Il y a également la phosphomycine, qui est le monuril, qui est utilisé dans les infections urinaires, mais qui ne peut pas être utilisé dans d'autres indications. On passe maintenant à des antibiotiques qui sont actifs sur la synthèse des protéines. Donc vous vous souvenez que la synthèse des protéines dans notre organisme dépend des ribosomes. Les ribosomes bactériens ont des structures et des poids moléculaires différents de ceux de nos propres cellules. Ils sont notamment plus légers, sous unité 50S et 30S. Et on a des médicaments qui inhibent la sous-unité 30S et la sous-unité 50S. Les deux se trouvent. Alors, ce qu'il faut absolument connaître, c'est une classe d'antibiotiques très importante, ce sont les aminosides, aussi appelés aminoglycosides, c'est tout à fait pareil, qui vont agir au niveau de cette sous-unité 30S. Alors comme toujours et pour beaucoup d'antibiotiques, ils sont développés au départ à partir de substances naturelles, produites par des micro-organismes pour se protéger eux-mêmes des micro-organismes concurrents. Et donc le mot streptomycine, qui est le chef de file des aminoglycosides, vient de Streptomyces. Streptomyces, qui est une bactérie filamenteuse à gram positif de l'environnement, considérée comme non pathogène, qui fait d'ailleurs partie de la même famille que les actinomyces. Et vous avez ici des noms d'aminoglycosides qui sont utilisés de nos jours en clinique, tels que notamment la gentamicine, la tobramycine, et certains dérivés semi-synthétiques produits sur ce modèle en quelque sorte, comme l'amicacine, qui est largement utilisée à Muquin. Alors, cette inhibition de la synthèse des protéines va impliquer une pénétration de la bactérie dans la cellule. Une de ces étapes nécessaires à la pénétration intrabactérienne de l'antibiotique nécessite de l'oxygène, ce qui va de facto exclure les bactéries anaérobies
du spectre d'activité des aminoglycosides. L'aminoglycoside se lie à la sous-unité 30S du ribosome, c'est comme ça qu'elle exerce son activité. Et c'est une activité qui est essentiellement présente sur les bacilles gram-négatifs, les entérobactéries, le pseudomonas. Il y a une certaine activité vis-à-vis des staphylocoques. Il y a une certaine activité vis-à-vis des mycobactéries. Donc là, la streptomycine a vraiment été développée comme un des premiers médicaments de la tuberculose dans les années 50, voire même avant, je ne me souviens plus. Ça a une certaine activité sur le gonocoque. On utilise parfois la spectinomycine pour traiter certains gonocoques résistants. Et comme je l'ai dit, ça n'a pas d'activité sur les bactéries anaérobes. La pharmacocinétique, tout comme les glycopeptides, l'absorption orale est quasi nulle. Donc c'est vraiment un usage qui est exclusivement parentéral, intraveineux, parfois intramusculaire. Il y a aussi, comme pour la vancomycine, parfois une administration orale quand on veut, entre guillemets, décontaminer le tube digestif dans certaines indications, mais c'est la seule utilisation de cette manière. Tout comme les glycopeptides, la distribution est essentiellement extracellulaire, donc certainement pas d'aminoglycosides pour traiter des mycoplasmes, des légionnelles, etc. L'élimination est rénale, la demi-vie est courte. Il faut là aussi une adaptation à la fonction rénale et de façon très importante à retenir aussi, on est ici face à un antibiotique, si on reprend cette classification que j'avais trouvée simple, on est ici un antibiotique de type 1, c'est-à-dire où c'est un antibiotique concentration dépendant. Ce qui va avant tout compter, c'est le rapport entre la Cmax et la CMI. Le plus grand nombre de fois au-dessus de la CMI, peu importe la durée pendant laquelle on obtient cet effet, tout simplement parce que c'est un antibiotique qui aura des effets post-antibiotiques prolongés. Donc on va optimaliser le rapport pic sur CMI, idéalement être au moins au-dessus de l'ordre de 8 à 10 fois la CMI. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des antibiotiques qui sont rapidement bactéricides et que cet effet bactéricide, encore une fois, est proportionnel à la concentration d'antibiotiques. C'est pour ça qu'on les administrera une seule fois par jour, malgré leur courte demi-vie, mais en veillant à donner une dose importante. Et de cette façon-là, on va également limiter la toxicité, parce que la toxicité dépend plus de l'exposition continue à l'antibiotique que d'une grosse dose qui va être donnée ponctuellement. Alors, tout comme les glycopeptides, on va réaliser un monitoring thérapeutique parce que la marge thérapeutique est étroite. Donc, la marge thérapeutique, ça veut dire la différence entre les concentrations toxiques et les concentrations thérapeutiques, elle est limitée. Alors que pour les glycopeptides, on va essentiellement réaliser des dosages en vallée, c'est-à-dire à distance de l'administration. Ici, on va réaliser des dosages à la fois au pic. Donc, ce que je disais, c'est que les glycopeptides, le monitoring se fait essentiellement pour les vallées. Donc, on considère qu'il ne faut pas faire de pic après une administration de vancomycine parce que le calcul de l'air sous la courbe est de toute façon extrêmement compliqué. Donc, ce qu'on va se contenter de faire, c'est donner une dose fixe déterminée par des recommandations en fonction du poids du patient, etc. Mais on ne va pas mesurer la concentration atteinte. On va se contenter pour le glycopeptide, encore une fois, de mesurer les vallées. Et si la vallée reste trop élevée, on espacera les administrations de façon à protéger la fonction rénale. Pour les aminoglycosides, compte tenu de l'importance de ce rapport Cmax sur CMI, on conseille de mesurer le pic atteint pour éventuellement frapper plus fort
si on n'atteint pas ce rapport suffisant entre la Cmax et la CMI. On réalisera aussi une vallée avant l'administration suivante, donc 24 heures plus tard, notamment si le patient a une altération de fonction rénale, pour espacer quelque peu la seconde administration si la vallée reste trop élevée. Donc à connaître cette toxicité rénale des aminoglycosides, qui est un problème important. Les aminoglycosides sont toxiques pour les reins, mais également pour l'oreille, avec des cas de surdité, etc. Et encore une fois, comme pour la vancomycine, si on garde des vallées trop élevées, eh bien, on espacera les doses de façon à réduire cette toxicité rénale. Il est plus intéressant d'espacer les doses que de réduire la dose elle-même, parce qu'on risquerait ainsi de compromettre l'efficacité de l'antibiotique. On passe à une autre famille d'antibiotiques qui va agir sur la synthèse des protéines en se liant à la sous-unité 50S, et c'est d'une part les macrolides, mais également des antibiotiques apparentés parce qu'ils agissent de la même façon, c'est des antibiotiques importants, donc notamment les lincosamides comme la clindamycine, dont vous entendrez certainement parler, vous utiliserez de la clindamycine, le dalacin, peut-être de façon un peu plus confidentielle, les kétolides et les synergistines, mais je vous demande en tout cas de retenir cette notion de lincosamide. Donc, ils se fixent à cette sous-unité 50S, ils empêchent l'élongation de la chaîne peptidique, ils exercent classiquement une activité bactériostatique et pas une activité bactéricide. Quoiqu'à dose suffisante, ils peuvent malgré tout acquérir ces propriétés bactéricides. Ce sont des antibiotiques qui sont très prescrits, donc je rappelle, c'est une dia importante parce que ça vous montre un petit peu les antibiotiques les plus prescrits, les familles d'antibiotiques les plus prescrits et pour lesquels vous devez indiscutablement posséder vos repères, les bêta-lactames, les tétracyclines, les macrolides, les lincosamides, les quinolones. Si vous connaissez ceux-là, c'est déjà très bien. Alors, comme pour les aminoglycosides, les premiers macrolides ont été dérivés de micro-organismes, c'est le cas de l'érythromycine. Puis sur cette base, on a développé des dérivés semi-synthétiques qu'on appelle parfois les néomacrolides, que sont la clarithromycine, communément appelée Biclar, et l'azithromycine, communément appelée par le nom commercial Zitromax. Il y a des différences importantes entre les néomacrolides et les macrolides. Par ailleurs, et on trouve, ça ne recoupe pas nécessairement cette division macrolide-néomacrolide, mais une des distinctions, et notamment quand on parle de résistance microbienne, fait référence au nombre d'atomes constituant le cycle du macrolide, le macrocycle. On parle de macrolides à 14 atomes, que sont l'érythromycine et la clarithromycine, à 15 atomes pour l'azithromycine, et à 16 atomes pour une série d'antibiotiques qui de toute façon ne sont pas disponibles en Belgique. Alors, important, les macrolides ont un spectre qui est essentiellement orienté vers les grammes positifs, et notamment les streptocoques, streptocoque incluant le pneumocoque, bien qu'il y ait de plus en plus de résistance, mais il y a des pneumocoques qui sont sensibles à certains macrolides. Peu le staphylocoque, peu ou pas l'entérocoque, mais le grand intérêt des macrolides, c'est indiscutablement les germes intracellulaires. Le Chlamydophila pneumoniae, le Chlamydia trachomatis, le mycoplasme, tout ça c'est des antibiotiques qui vont être sensibles aux macrolides. La légionnelle également, donc ce sont des grammes négatifs mais qui sont essentiellement intracellulaires.
Mais les macrolides sont également actifs sur le campylobacter, on l'a vu. Donc les macrolides sont utilisés dans pas mal d'infections intestinales, dans la coqueluche et dans une bactérie que vous verrez chez Monsieur Louis, l'Helicobacter pylori, qui joue un rôle notamment dans les ulcères gastriques, mais également dans certains lymphomes du Malte. Mais voilà. Qu'est-ce qui peut générer des résistances aux macrolides? Une modification de la sous-unité 50S qui va empêcher la fixation de l'antibiotique. Et d'habitude, c'est une résistance qui est croisée et c'est le mécanisme de résistance le plus fréquemment utilisé pour le pneumocoque qui, dans ce cas-là, perd sa sensibilité aux macrolides. Un autre mécanisme de résistance est un mécanisme d'efflux qui est très présent aux États-Unis et au Canada, plus rarement chez nous, et qui a des implications sur les résistances croisées, notamment si le mécanisme de résistance est celui-là, les macrolides à 16 atomes de carbone conserveront leur activité. C'est des détails. Je crois que ce qu'il faut retenir ici, c'est les astérisques que Fred avait mis sur la diapositive. C'est qu'on peut avoir une épidémiologie pour la même bactérie, on peut avoir des schémas de résistance qui sont différents dans différentes régions du monde. Les subtilités du nombre d'atomes de carbone, je vous en fais grâce. Voici la pharmacocinétique de ces macrolides. Bonne absorption en prise orale, qui est tout à fait satisfaisante, hein, notamment pour la clarithromycine. Très important, un volume de distribution très élevé, notamment pour l'azithromycine, mais aussi pour la clarithromycine, ce qui montre bien qu'ils vont être actifs sur les bactéries intracellulaires. Une métabolisation hépatique pour l'azithromycine, rénale pour la clarithromycine. Très important aussi, et donc d'où l'astérisque, la durée de vie qui est très longue, notamment pour l'azithromycine, de 10 à 60 heures. Et donc, le paramètre le plus important, c'est l'air sous la courbe sur la CMI. Donc, ce qu'il va falloir optimaliser, c'est la quantité totale d'antibiotiques qui est donnée au patient. C'est des antibiotiques qui vont allonger le QT, donc il faut être très prudent par rapport à ça. On a beaucoup parlé dans la presse à l'occasion des prêches, des séances de M. Raoult, des dangers de torsade de pointe sur l'hydroxychloroquine, d'autant plus que l'azithromycine provoque également un allongement du QT et que M. Raoult proposait de donner les deux médicaments ensemble. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Donc notamment, c'est une bonne pénétration intracellulaire. Donc ce sont les médicaments de choix dans le traitement des infections à germes intracellulaires, notamment les chlamydia, enfin chlamydophila, le mycoplasme et les légionnelles. Et vous verrez dans des recommandations, on en parlera dans le cours sur les pneumonies. Mais quand on suspecte un patient qui entre avec une pneumonie et chez lequel on suspecte la possibilité d'un germe intracellulaire, on inclura un macrolide dans le traitement empirique du patient. Ça, je vous demande de le retenir. Alors, voici les doses qui, elles, ne doivent pas être retenues, mais ce qui est quand même important de savoir, c'est que l'azithromycine, par sa très longue durée de vie, ne sera donnée qu'une seule fois par jour. On peut même parfois, dans certains cas, donner une seule dose d'azithromycine pour le traitement de certaines infections. Nous l'avons vu dans le cours sur les IST. Une classe d'antibiotiques qui se rapproche par son action, par son mécanisme d'action de celle des macrolides, ce sont les lincosamides, avec une seule molécule qui est disponible en Belgique, qui est la clindamycine ou dalacin. Alors le dalacin va couvrir essentiellement les coques Gram+, à l'exception de l'entérocoque, ainsi que les anaérobes. Il n'agit pas sur les intracellulaires
et de façon très importante, il va, indépendamment de son activité bactéricide ou bactériostatique, peu importe, il va inhiber l'expression de certaines toxines, notamment des toxines dangereuses comme celles du staphylocoque doré ou du streptocoque qui interviennent. Souvenez-vous, je vous ai parlé dans le cours d'immunologie des super-antigènes provoquant le choc toxique là, sur les tampons vaginaux, mais également dans d'autres situations. Eh bien, la production de ces toxines, qu'il s'agisse des toxines du staphylocoque ou du streptocoque, est inhibée par la clindamycine, qui sera souvent ajoutée dans les schémas antibiotiques de ce type de situation, même si par elle-même elle est insuffisante pour tuer la bactérie. Donc la grande indication du dalacin, enfin de la clindamycine, c'est les infections de la peau et des tissus mous, notamment s'il y a une allergie qui empêche l'utilisation des bêta-lactames. Son association dans le traitement d'infections à staphylocoque ou à streptocoque. Et donc, si on a un streptocoque pyogénèse qui est souvent sensible à la pénicilline G, on ajoutera la clindamycine. Si on a un MSSA, on prendra de l'oxycyline à laquelle on ajoutera de la clindamycine. Et si on a un MRSA, on utilisera de la vancomycine ou éventuellement une céphalosporine de 5e génération, plus de la clindamycine. Alors, j'en avais parlé dans le cours sur le Clostridium. C'est un antibiotique qui a une action importante sur les anaérobes. Et si vous touchez trop aux anaérobes, eh bien, comme conséquence de cette modification du microbiome intestinal, vous verrez ressortir le Clostridium difficile. Et donc tout un temps, on a vraiment considéré que c'était l'antibiotique number one responsable de ces diarrhées à Clostridium difficile. En fait, on a vu que d'autres antibiotiques à large spectre, comme par exemple l'augmentin, le tazocin, le méropenem ou l'équinolone, pouvaient également provoquer le même type de complications. On passe aux tétracyclines, qui sont également des antibiotiques qui inhibent la synthèse des protéines en se fixant sur la sous-unité 30S. Donc d'autres inhibiteurs de la synthèse des protéines que sont les cyclines. Donc voici la structure que je vous épargne, mais dans cette classe, on trouve la tétracycline, mais les deux antibiotiques qui sont le plus utilisés dans diverses spécialités médicales, y compris la médecine générale, que sont la doxycycline et la minocycline. La tigecycline est un antibiotique plus moderne qui appartient également à cette famille. Donc, ce sont des antibiotiques qui sont abondamment prescrits, comme vous le voyez ici, en numéro 3 sur cette liste de l'ECDC. Ce sont des antibiotiques qui sont essentiellement bactériostatiques. Et ce qui est intéressant, c'est que les tétracyclines ne sont pas qu'antibactériennes, elles sont également actives contre des protozoaires et notamment contre le plasmodium de la malaria, par des mécanismes encore discutés, notamment une toxicité pour un organite dont j'avais oublié le nom, qui s'appelle l'apicoplaste, mais peu importe. Leur spectre est extrêmement étendu. Donc, ce sont des antibiotiques qui agissent aussi bien sur les bacilles, les coques Gram+, les Gram-, les germes intracellulaires, les anaérobes et le plasmodium. Mais malheureusement, il y a de nombreuses résistances, si bien que leur utilisation va être limitée à certaines indications. Donc voici les mécanismes de résistance que je vous passe. Retenez simplement que la tigecycline, donc qui est le nouveau venu dans cette classe, permet de récupérer certaines de ces résistances, et des bactéries résistantes, par exemple à la minocycline ou à la doxycycline, peuvent être sensibles à la tigecycline. Compte tenu de ces résistances extrêmement étendues, ce sont des antibiotiques qu'on donne rarement de façon empirique,
mais qu'on va donner après documentation microbiologique et mise en évidence de la sensibilité. Comme vous allez le voir dans l'image concernant la pharmacocinétique, ce sont des antibiotiques qui ont un grand volume de distribution et qui vont donc particulièrement bien se distribuer au niveau du tissu graisseux, qu'il s'agisse du tissu graisseux de la peau ou éventuellement au niveau viscéral. Alors voici les utilisations, certaines des utilisations classiques des tétracyclines. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont souvent efficaces contre les MRSA. Alors c'est la première fois que je distingue ici les MRSA communautaires et les MRSA nosocomiales, ou plutôt nosocomiaux, puisqu'on parle de staphylocoque au masculin. Il faut savoir que l'acquisition de la résistance à la méticilline va parfois de pair avec l'acquisition de la résistance à d'autres antibiotiques. Ça fait appel à tout le système de transfert de gènes en cassette, etc., que vous avez vu en microbiologie. Et le plus souvent, les MRSA nosocomiaux sont non seulement résistants à la méticilline, mais à d'autres antibiotiques, y compris parfois aux tétracyclines. Pas toujours. Alors que les MRSA communautaires sont des antibiotiques dont la sensibilité est globalement meilleure, mis à part, bien entendu, les pénicillines du groupe M. Alors, l'intérêt des tétracyclines, donc c'est clair que si vous avez par exemple une infection sévère ou une endocardite à MRSA, vous n'allez pas lancer un traitement par tétracycline parce que l'activité microbicide est beaucoup trop lente, ce sont des antibiotiques bactériostatiques. Donc on va commencer un traitement intraveineux par de la vancomycine, mais compte tenu de la durée ou si vous avez une infection osseuse par exemple, ou ostéo-articulaire, mais étant donné qu'un traitement long est requis de plusieurs semaines, si vous continuiez avec la vancomycine, il serait absolument nécessaire de garder le patient à l'hôpital ou d'organiser des intraveineuses à domicile, ce qui est difficile. Et donc souvent, les tétracyclines permettent de prendre le relais péros d'un traitement IV commencé à l'hôpital. C'est également un antibiotique qui est actif contre une bactérie appelée Propionibacterium acnes, qui joue un rôle, comme son nom l'indique, dans l'acné. Donc vous verrez en dermatologie beaucoup d'utilisation de l'aminocycline, dont le nom commercial est Minocin. C'est également, compte tenu du grand volume de distribution, vous l'avez compris, un antibiotique efficace en intracellulaire et qu'on peut utiliser dans des infections par Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila, Chlamydia trachomatis, dans la maladie de Lyme, comme Philippe Léonard vous le dira, et également dans la prophylaxie de la malaria. Donc on ne l'utilise pas dans le traitement de la malaria, mais dans la prophylaxie donnée aux voyageurs qui partent dans des zones endémiques. La doxycycline est un choix possible et on vous expliquera toutes les nuances de ce choix dans le cours correspondant. Comme je vous l'ai dit, la tigécycline appartient à cette classe, mais a une activité meilleure parce qu'elle peut vaincre certaines des résistances microbiennes. Donc elle garde un intérêt dans les MRSA, les MSSA, mais elle est efficace également contre des bactéries à gram négatif, y compris avec la présence de bêta-lactamase à spectre élargi. Activité sur les anaérobes, mais pas d'activité vis-à-vis du Pseudomonas ni de Proteus. Tout ce qu'on a dit, donc c'est une excellente absorption orale, un grand volume de distribution. Donc je passe sur les détails d'élimination. La demi-vie est longue, donc ça permet une prise par jour pour certains de ces antibiotiques, selon les indications. Ça, c'est des détails que vous reverrez dans les cours correspondants. Je vous demanderai peut-être de retenir le fait que la photosensibilisation est un des problèmes avec ces antibiotiques et que par ailleurs, ils ne peuvent en aucun cas être administrés pendant la grossesse ou chez des jeunes enfants pour une toxicité au niveau notamment des dents et des os. Alors,
Là, c'est un petit peu comme les glycopeptides, donc on va considérer à la fois le temps, mais aussi l'air sous la courbe, donc la quantité totale d'antibiotiques utilisés. Raison pour laquelle on donnera une dose de charge réellement pour avoir une aire sous la courbe importante dès la première administration. C'est un des seuls antibiotiques pour lesquels cette dose de charge fait vraiment partie des recommandations. Vous l'avez ici pour la doxy et là pour la tigécycline. Un mot important, c'est l'effet immunomodulateur des tétracyclines. Donc, comme vous l'avez compris, tous ces antibiotiques sont des molécules organiques qui agissent probablement à des niveaux multiples. Et notamment, on sait depuis longtemps que les tétracyclines font autre chose que tuer les bactéries ou en tout cas bloquer dans leur prolifération les bactéries. Voici ici un petit article que nous avions commis au Giga avec mes collaborateurs il y a quelques années, montrant que chez des souris infectées par le virus du sida, des souris dont le système immunitaire les rendait sensibles au virus du sida, l'inflammation liée à l'infection par le HIV était contrecarrée par les tétracyclines, notamment ici l'aminocycline. Il va de soi que l'aminocycline n'a aucune activité contre le VIH lui-même, mais les conséquences inflammatoires de l'infection étaient nettement atténuées par l'aminocycline. Ça, par ailleurs, il y a par ailleurs des études en cours dans le Covid, comme vous pouvez le deviner. Donc c'est important de savoir ceci, c'est que certains antibiotiques ont des effets non antimicrobiens intéressants éventuellement en clinique. C'est particulièrement le cas des tétracyclines qui, par des mécanismes divers, vont avoir un rôle anti-inflammatoire en inhibant la libération de TNF-alpha, d'IL-6, etc. Et on peut même se demander si leur effet thérapeutique dans des maladies comme l'acné, comme la maladie de Verneuil que vous verrez en dermatologie, ne peut pas s'expliquer par cet effet anti-inflammatoire, en plus de l'effet antimicrobien. Vous êtes aussi au courant, et Philippe Léonard vous en parlera, de controverses autour de maladies de Lyme chroniques, des personnes qui ont des symptômes tout à fait non spécifiques, qui durent depuis des années, et qui n'ont même pas la limite de sérologie douteuse pour le Borrelia, qui ont reçu beaucoup de traitements par des antibiotiques de type amoxicilline et dont les symptômes ne sont pas améliorés parce qu'en fait ils ont autre chose, mais quand on les met de façon prolongée sous tétracycline, ils voient parfois certaines de leurs plaintes s'améliorer. Du coup, les hypothèses émergent quant à la persistance de Borrelia et la nécessité de le traiter pendant des années. Eh bien, on peut probablement en partie expliquer cette amélioration de certains patients par un effet anti-inflammatoire qui peut éventuellement se manifester au niveau de douleurs articulaires liées à d'autres causes. Donc c'est une source potentielle de confusion. Une autre classe d'antibiotiques qui a des propriétés anti-inflammatoires, ce sont les macrolides. Et vous verrez souvent, notamment en pneumologie, utiliser l'azithromycine chez des patients qui ont des lésions pulmonaires, pas tellement pour l'effet antimicrobien, mais pour un effet anti-inflammatoire au niveau de ces lésions. Voilà, c'est la fin de cette partie du cours.